Bonjour et bienvenue au cours Introduction à la réglementation bâtiment, premier volet de 2 séances portant sur la réglementation bâtiment. Le deuxième s'intitulant Analyse de code. Comment évoluent les règlements? Malheureusement, ça prend des événements qui sont très coûteux en vie humaine pour faire en sorte que les autorités décident de mettre en place des règlements ou modifient les règlements qui sont déjà en place afin d'éviter que de nouvelles catastrophes se reproduisent. Par exemple, dans le cas de la sécurité routière, c'est pour ça qu'on en est venu à se faire imposer le port de la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables aussi sont apparus dans les voitures à mesure que la réglementation évoluait. Tous les panneaux de signalisation, c'est des choses qui n'existaient pas lorsque les voitures sont apparues, mais qui ont été mises en place pour essayer de contrer les décès qu'il y avait sur les routes. Donc, de la manière que ça fonctionne lorsqu'il y a des décès, il y a un coroner qui fait une enquête. Dans un premier temps, le coroner tente de déterminer les causes du décès, du ou des décès. Dans un deuxième temps, il formule des recommandations aux autorités pour essayer de prévenir de nouveaux drames. Et à ce moment-là, le législateur intervient et va décider de soit créer des nouvelles lois ou de modifier les lois existantes, de les bonifier pour s'arrimer aux recommandations du coroner. Donc, dans le cas de la réglementation bâtiment, un des principaux objectifs des codes de construction, c'est la sécurité incendie. De la manière que ça a évolué, c'est en raison évidemment d'incendies particulièrement catastrophiques qui ont eu lieu. Et le code actuel reflète les mesures qui ont été mises en place pour essayer de prévenir ce type de catastrophe-là. Donc, au Québec, les incendies notoires, l'incendie du Laurier Palace à Montréal, 1927, 78 victimes, toutes les victimes étant âgées entre 4 et 18 ans. Dans le cas du Laurier Palace, la station de pompiers était très, très près. Ils sont arrivés très rapidement sur les lieux et ont maîtrisé rapidement également l'incendie, mais il y a eu un très, très lourd bilan de victimes. Donc, le coroner s'est penché sur le cas pour essayer de déterminer qu'est-ce qui avait cloché, qu'est-ce qui pouvait expliquer ce nombre important de victimes-là. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, les victimes jeunes étaient toutes situées au balcon. Donc, vous voyez ici le deuxième étage du Laurier Palace. C'est un cinéma, en fait. Les gens étaient allés voir un film en après-midi. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand l'incendie s'est déclaré, la fumée monte rapidement. Le dernier étage s'est trouvé enfumé et les gens pris de panique ont tenté de sortir et il n'y avait qu'une seule façon de sortir du balcon pour regagner le rez-de-chaussée et ce moyen d'évacuation-là a été rapidement submergé. Ce que le coroner a recommandé à ce moment-là, c'est qu'il y ait toujours 2 moyens d'évacuation pour sortir d'un étage d'un bâtiment. Donc, si vous remarquez les bâtiments, par exemple, au cégep, il y a toujours au moins 2 façons de sortir, au moins 2 portes situées habituellement chacun à l'extrémité du bâtiment, ce qui fait que si un incendie fait en sorte qu'une des deux issues n'est pas accessible, la deuxième demeure accessible. Donc ça, c'est une des choses qui a été mise en place après l'incendie du Laurier Palace. Deuxième incendie notoire dont je vais vous parler aujourd'hui, l'incendie du bar Le Bluebird à Montréal en 1972, qui a fait 37 victimes. Contrairement à l'incendie du Laurier Palace, ici c'est un incendie criminel. Donc, ce qui s'est passé rapidement, des individus se sont présentés au bar, ils étaient en état d'ébriété avancée. Le portier leur a refusé l'entrée en raison de leur état. Et donc, pour se venger, ces personnes-là ont décidé d'aller acheter un bidon d'essence à la station du coin, de le répandre dans les escaliers qui mènent au bar. Donc, on voit l'entrée principale ici sur l'image. Et ensuite, ils ont mis le feu. Donc, l'incendie s'est rapidement propagé jusqu'à l'étage. Donc, en raison, entre autres, de l'incendie du Laurier Palace,
Le bar était équipé d'un deuxième moyen d'évacuation qui permettait de sortir de l'étage. Donc, premier moyen d'évacuation, l'escalier principal était rendu inaccessible à cause de l'incendie. Le deuxième moyen d'évacuation, théoriquement, devait être accessible, mais ce qui s'est passé, c'est que la direction de l'établissement avait cadenassé cette porte-là pour éviter que les gens passent par la porte en arrière pour accéder au bar. Donc, peut-être qu'il y avait un prix d'entrée à payer ou tout simplement pour conserver le contrôle sur les allées et venues. La deuxième issue était cadenassée, donc les gens étaient pris à l'intérieur de l'établissement. Recommandation du coroner à ce moment-là, les issues ne doivent pas être cadenassées. Ça peut sembler un peu idiot comme recommandation, mais c'est ce qui a causé les morts à ce moment-là. L'incendie de Chapais en 1980, en fait, c'est le réveillon du Nouvel An 1980, donc le 31 décembre 1979, 1er janvier 1980. Chapais, c'est une petite ville qui est près de Chibougamau, là. Donc les gens se réunissent, les gens de la petite communauté se réunissent dans la salle paroissiale pour fêter l'arrivée du Nouvel An. La salle est décorée avec des sapins naturels, des guirlandes faites en branches de sapins naturels. Et à un moment donné, pendant la soirée, encore une fois, un fêtard éméché décide de mettre le feu aux guirlandes pour faire une farce. En fait, c'est une blague qui a mal tourné. Première fois, il réussit à éteindre la branche de sapin qui s'est enflammée. Deuxième fois, il n'est pas capable de l'éteindre. Il tente avec de la bière de l'éteindre, mais ça marche pas. Embrasement général très rapide. Et donc, les gens sont pris à l'intérieur. Encore une fois ici, les issues de la salle, donc la salle a l'entrée principale et des issues conformes à l'arrière, mais les issues ont été encore une fois verrouillées par le propriétaire qui voulait éviter encore une fois que les gens qui sont déjà à l'intérieur qui ont payé le prix d'entrée ouvrir la porte à leurs amis qui éviteraient ainsi de payer le prix d'entrée. Donc, pour éviter de perdre de l'argent, on cadenasse les issues. Donc, issue catastrophique à cet incendie-là. Le règlement Code du bâtiment a évolué à ce moment-là. Dans une salle, dans un établissement de réunion comme celui-là, on n'a plus le droit de mettre des décorations qui sont faites avec des arbres naturels pour éviter ce type d'embrasement général-là. Évidemment, c'est toujours le cas. On ne peut pas cadenasser les issues, c'est interdit de faire ça. Donc, la personne qui a mis le feu, évidemment, a été emprisonnée pour son geste, mais fait étonnant, le propriétaire du bâtiment qui a cadenassé les issues, lui, n'a pas subi de poursuite de la part des autorités. On a tendance à penser que tout ça appartient au passé. Ce type d'incendie-là appartient à une époque où la réglementation était déficiente, mais on a eu un rappel à l'ordre assez sérieux que ce n'était pas forcément le cas et qu'on n'était pas à l'abri de ce type d'événement-là. Peut-être que vous vous souvenez de cet incendie-là, l'incendie de l'île Verte en 2014 qui a fait 32 victimes. C'est la résidence du Havre, donc une résidence de personnes âgées qui a brûlé. Le temps que les pompiers arrivent, 15 minutes. Les pompiers ont intervenu très rapidement, encore une fois, mais le temps qu'ils se rendent sur les lieux, on avait déjà l'embrasement général. Fait étonnant, le bâtiment était tout à fait conforme à la réglementation. Donc, encore une fois, le coroner a fait une enquête, a essayé de déterminer qu'est-ce qui avait cloché à cet endroit-là. Et la réglementation bâtiment a évolué. Maintenant, on est dans une période où est-ce que on améliore la sécurité incendie dans les résidences de personnes âgées. Par exemple, cette résidence-là n'avait pas de gicleur automatique pour éteindre l'incendie. C'est maintenant obligatoire. Ce n'est pas toutes les résidences pour personnes âgées qui sont protégées par gicleur à l'heure actuelle, mais on est en voie de réaliser cette modification-là à la réglementation. Je vais passer rapidement sur les prochaines diapos, comment les codes ont évolué. Bon, c'est pas extrêmement pertinent dans notre cas. Premier code du bâtiment en 1941. En 1973, création de l'Office des professions, donc entre autres l'Ordre des architectes et l'Ordre des ingénieurs. 1992, la création de la Régie du bâtiment.
Donc, qu'est-ce que les codes de construction? Regroupement des critères minimaux de conception auxquels un bâtiment doit répondre afin d'être considéré comme sécuritaire et donc apte à accueillir le public. Au Canada, le CNRC, Centre national de recherche du Canada, met au point le code et le tient à jour, le CNB, donc le Code national du bâtiment. En fait, la sécurité bâtiment relève de chacune des provinces, donc le code, le CNB n'a pas force de loi. Les provinces se basent sur ce code-là et adoptent leur propre code. Au Québec, c'est la Régie du bâtiment du Québec qui prend le Code national du bâtiment et apporte quelques modifications pour l'appliquer à notre réalité toute québécoise. Et à ce moment-là, le Code national du bâtiment devient le Code de construction du Québec. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, je vais vous dire bien franchement. Si je vous donne une copie du Code national du bâtiment et une copie du Code de construction du Québec, vous allez chercher longtemps avant de trouver des modifications. Il y en a quelques-unes. Donc, les grands bâtiments sont sous supervision de la Régie du bâtiment. Les petits sont plus sous juridiction municipale. On va avoir un cours sur la réglementation municipale au cours numéro 2 de la session. Les objectifs poursuivis par le Code: sécurité, principalement la sécurité incendie, la santé, l'accessibilité pour les personnes atteintes d'une incapacité physique, donc personnes à mobilité réduite, protection du bâtiment contre l'incendie et les dommages structuraux. Les éditions en vigueur, présentement, c'est le Code 2010. On devrait être à la veille d'avoir le Code 2015 qui va s'appliquer. Habituellement, il y a 5 ans de délai. Donc, le Code national du bâtiment est adopté à peu près, du Canada, là, est adopté à peu près l'année de sa mise en service au Canada. Et ça prend un délai de 5 ans à la Régie du bâtiment pour créer le Code de construction du Québec. Donc, le Code national du bâtiment 2015 est sorti en 2015. Là, on est rendu en 2020, donc on doit être à la veille de voir le Code de construction du Québec 2015 apparaître. Et donc, cette année aussi, on va voir le Code national du bâtiment du Canada 2020 apparaître. Et en 2025, ce sera le Code de construction du Québec. Donc, toujours 5 ans de délai entre les deux. Présentement, c'est le CCQ édition 2010 qui s'applique au Québec, donc le Code de construction du Québec 2010, depuis le 13 juin 2015. Pour les bâtiments qui existaient avant cette date, en fait, les bâtiments n'ont pas à être conformes à la réglementation actuelle, sinon ça impliquerait qu'à chaque 5 ans, on démolisse tous les bâtiments qui existent et qu'on les reconstruise aux normes actuelles. Donc, ça n'aurait pas de sens, évidemment, là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les bâtiments doivent être conformes minimalement au code de construction qui est en vigueur au moment de la construction. Donc, si on a un bâtiment qui a été construit en 1985, ben habituellement, il doit être conforme au code du bâtiment 1980. Donc, comme je vous explique, il y a toujours 5 ans de différence entre l'adoption d'un code au Canada et son adoption au Québec. Structure du Code de construction du Québec. Je passe rapidement sur plusieurs des parties qu'il y a là. Les généralités vont nous intéresser. Partie 3 pour les grands protections contre les bâtiments, sécurité des occupants, accessibilité, salubrité pour les grands bâtiments. Je vais vous expliquer tantôt ce que j'entends par grands et petits bâtiments. 9, la partie 9 pour les designers, c'est la partie avec laquelle vous allez travailler le plus souvent, maisons et petits bâtiments. On a également la partie 10 qui s'occupe des bâtiments existants et la partie 11, efficacité énergétique. Le Code national du bâtiment, c'est-à-dire, ne va pas plus loin que la partie 9. Partie 10 et partie 11, ça, c'est des ajouts Québec. Donc, la Régie du bâtiment du Québec fait ces ajouts-là. Si vous allez en Ontario, ils n'ont pas ces parties-là. Ils ont d'autres amendements que nous n'avons pas. Donc, voilà ce que je viens de vous expliquer ici, résumé. La façon que le code fonctionne, la structure, partie 3. Donc, les grands bâtiments de la partie 3, plus de 600 mètres carrés d'aire de bâtiment, plus de 3 étages et tous les usages A, B et F1. Je vais expliquer plus tard qu'est-ce que ça veut dire les types d'usages. La partie 9. Donc, on a les bâtiments d'au plus 600 mètres carrés, au plus 3 étages et
les usages du groupe C, D, E, F2 et F3. Encore une fois, je vais revenir un peu plus tard sur les types d'usages. Un architecte est toujours requis pour concevoir les bâtiments de la partie 3 et pour certains bâtiments de la partie 9. Ça veut dire qu'en tant que non-architecte, les designers d'intérieur, vous êtes limité à la partie 9, mais encore une fois, ce n'est pas les bâtiments, tous les bâtiments de la partie 9. Certains bâtiments de la partie 9 vont devoir quand même nécessiter la présence, l'intervention d'un architecte. Vous en avez parlé un peu dans le cours pratique du design en première session. La loi sur les architectes, donc ce qui est permis et pas permis de faire pour les non-architectes. Facteur aggravant, je mets ici aggravant entre guillemets, en ce sens, qu'est-ce qui va augmenter le niveau de danger pour les occupants d'un bâtiment? Premièrement, l'aire de bâtiment. Deuxièmement, la hauteur en étage du nombre du bâtiment, la nature combustible ou incombustible de la structure du bâtiment et l'usage principal ou la combinaison des usages principaux. Donc, l'aire de bâtiment, la plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau du sol, limitée par les murs extérieurs, les issues et les murs coupe-feu. Plus un bâtiment est étendu et plus les usagers auront de la difficulté à l'évacuer en cas d'incendie. Donc, en rouge ici, je vous ai souligné qu'est-ce qui était le facteur aggravant en termes d'aire de bâtiment. Mur coupe-feu. Donc, qu'est-ce qu'un mur coupe-feu? C'est un mur qui est toujours en maçonnerie, donc habituellement en béton coulé ou en bloc de béton. Une résistance au feu de 2 à 4 heures. Il doit être complètement indépendant des structures du bâtiment qui le séparent pour pouvoir résister en cas d'effondrement. Donc, en cas d'effondrement d'une partie du bâtiment, le mur coupe-feu devrait normalement rester debout. Pourquoi est-ce que c'est important, la définition de mur coupe-feu? C'est parce qu'en théorie, là où on semble avoir un seul grand bâtiment, on peut avoir théoriquement 2 bâtiments distincts. Donc, voici ce que c'est qu'un mur coupe-feu. Ici, on voit, c'était une usine d'explosifs, produits explosifs, je pense que c'est une usine de feux d'artifice, en fait, ou quelque chose dans le genre. Donc, on voit une partie de bâtiment complètement détruite et une autre partie complètement intacte. Donc, ce qui est entre les deux, c'est un mur coupe-feu. Donc, un mur coupe-feu nous permet, en théorie, de considérer chaque partie de part et d'autre de ce mur-là comme étant un bâtiment distinct. Et on voit la raison de ça. En théorie, on peut traverser le mur coupe-feu par s'il y a une porte dedans et se retrouver complètement en sécurité, même en cas de sinistre majeur. Deuxième facteur aggravant, la hauteur du bâtiment. Donc, la hauteur du bâtiment se définit par le nombre d'étages au-dessus du niveau moyen du sol. Bon, il y a des technicalités dans lesquelles je ne veux pas trop rentrer, ça devient assez rapidement complexe, mais donc le rez-de-chaussée, s'il est situé à plus de 2 mètres du sol, à ce moment-là, on va considérer le sous-sol comme étant un étage. Le niveau du dernier étage est à plus de 36 mètres, 18 mètres dans certains cas, le bâtiment devient un bâtiment de grande hauteur. Je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus, on commence à rentrer dans la complexité un peu plus élevée du code. En gros, ce qui est souligné en rouge, c'est ce que je veux que vous reteniez. Plus un bâtiment est haut et plus les usagers auront de la difficulté à l'évacuer en cas d'incendie. Évidemment, imaginez-vous, si vous êtes au rez-de-chaussée, un incendie déclare, vous pouvez toujours ouvrir la fenêtre et sortir par la fenêtre, mais si vous êtes au 35e étage, vous n'avez pas cette option-là. Donc, le bâtiment va devoir être plus conçu de manière plus sévère en rapport avec la réglementation incendie pour permettre aux gens de sortir en toute sécurité. Autre facteur aggravant, combustibilité des matériaux. Les matériaux combustibles participent à la combustion et nourrissent l'incendie, produisent des fumées qui sont nocives. Les matériaux incombustibles retardent l'enfumage du bâtiment et donnent le plus de temps à l'évacuation. La plupart du temps, dans un incendie, les gens ne décèdent pas brûlés par le feu en tant que tel, ils décèdent en inhalant des gaz de combustion, donc ils subissent une asphyxion en raison de l'air qui ne contient pas d'oxygène. L'acier est un matériau incombustible, mais ne résiste pas à l'incendie.
Donc, rapidement, lorsque de l'acier est chauffé, il va céder et le bâtiment va s'effondrer. Il faut protéger l'acier contre l'incendie, même si c'est un matériau incombustible. Le bois, les grosses pièces en bois, le gros bois d'œuvre, c'est un matériau combustible, mais c'est un matériau qui résiste à l'incendie. Lorsque le bois brûle, la couche de créosote qui se forme à sa surface protège l'intérieur de la pièce de bois contre la combustion. Le béton est le matériau incombustible par excellence, donc lui, il ne présente aucun des inconvénients des deux premiers matériaux, acier et le bois. Bon, maintenant on va parler des usages. Qu'est-ce que sont les usages? En fait, c'est la nature des activités qui sont abritées par le bâtiment. Il y a 6 catégories d'usages. Chacune identifie un risque d'une nature particulière. Il n'y a pas de hiérarchie de dangerosité, c'est-à-dire qu'un bâtiment du groupe A n'est pas plus ou moins dangereux qu'un bâtiment du groupe B ou E. On fait simplement catégoriser les usages et je vais vous expliquer immédiatement les niveaux de risque associés à chaque usage. Donc, groupe A, établissement de réunion. Le facteur aggravant, c'est qu'il y a beaucoup d'usagers présents en même temps. On a A1, art du spectacle, donc les cinémas et les théâtres. On a A2, autres. Donc, là-dedans, on entre les restaurants, les bars, les bibliothèques, musées, églises, salles de classe. Donc, par exemple, le Cégep Garneau est un bâtiment du groupe A, division 2. En fait, presque tous les bâtiments, les établissements de réunion sont du A2, là, les autres sont un peu plus rares. Arena, A3, Arena, patinoire, piscine. Pardon. A4, rassemblement en plein air. Donc, le facteur aggravant pour les bâtiments du groupe A, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont réunis en même temps. Donc, en cas d'incendie, on a beaucoup de gens évacués. Lorsqu'on va arriver vers les issues, il va y avoir un retardement qui va se faire, il va y avoir un effet d'entonnoir qui va se créer. Et les gens vont pouvoir évacuer moins rapidement. Et il y a des risques aussi de panique. Là, donc, les gens se bousculent et se piétinent. Donc, ça, c'est le risque qui est associé au bâtiment de groupe A. Bâtiment de groupe 2, établissement de soins et de détention. Donc, c'est un petit peu bizarre à première vue. Comment se fait-il qu'on ait catégorisé les hôpitaux et les prisons dans la même division du code? La raison de ça, c'est que le facteur en commun, le facteur aggravant, c'est que les usagers ne sont pas capables de se mettre à l'abri par eux-mêmes. Dans un hôpital, les gens sont malades, donc ils ne peuvent pas sortir par eux-mêmes, ils ont besoin d'assistance. Dans une prison, en fait, les gens sont généralement assez en forme pour pouvoir se sauver, mais on les retient contre leur gré en raison de la condamnation judiciaire. Donc, ils sont en train de purger une peine. On ne veut pas laisser des criminels comme ça sortir lousse dans l'environnement, même s'il y a un incendie. Donc, il y a quand même des restrictions qui s'appliquent. Donc, on veut les mettre à l'abri rapidement pour ne pas qu'ils décèdent ou qu'ils se blessent dans l'incendie, mais on ne veut pas non plus les laisser sortir du bâtiment. Groupe C, habitation. Facteur, donc les maisons, mais ça contient aussi les hôtels et les grands édifices à bâtiment, donc les tours de condominium, etc. Quel est le facteur aggravant? C'est que les usagers dorment à cet endroit-là. Donc, les usagers sont susceptibles de se faire surprendre par un incendie au milieu de la nuit et donc de ne pas se réveiller, ce qui fait en sorte que ça va encore une fois retarder l'évacuation du bâtiment. Groupe D, établissement d'affaires, donc édifice à bureau. Facteur aggravant, il y a beaucoup d'usagers, donc ça ressemble un peu à un établissement de réunion pour ça. Charge combustible élevée, on a beaucoup de meubles, de mobilier, de papier, de toutes sortes il y a beaucoup de gens entassés les uns sur les autres avec beaucoup de meubles et de papeterie qui entretiennent la combustion. Et il y a beaucoup de petits espaces fermés, ce qui fait que les gens risquent ça risque de leur prendre du temps avant de constater qu'il y a un incendie. Donc, si l'incendie se déclare à un bout, avant qu'une personne à l'autre bout de l'édifice constate l'incendie, il risque de s'écouler un certain temps. Groupe E, établissements commerciaux.
Facteur aggravant, charge combustible élevée et grande distance de parcours. Donc, habituellement, dans un centre commercial, bon, il y a aussi un certain nombre de personnes qui vont se réunir là, mais c'est surtout, par exemple, dans une boutique de vêtements, la charge combustible. Donc, si le feu prend dans les vêtements, rapidement, l'incendie va prendre de l'ampleur. Les vêtements, ça brûle quand même assez bien. Et il y a une bonne distance pour réussir à atteindre la sortie. Il peut y avoir encore une fois des risques de bousculade et de panique, là, étant donné qu'il va y avoir un certain nombre de personnes. Ça dépend de l'heure. L'achandage va dépendre de l'heure. Et de la période de l'année aussi. Par exemple, dans le temps des fêtes, dans les centres commerciaux, on doit ajouter de la sécurité. Donc, vous allez voir des agents de sécurité près des portes d'issue sortie, étant donné que dans le temps des fêtes à Noël, on a beaucoup de gens qui se retrouvent aux centres commerciaux. Donc, on améliore les conditions de sécurité de manière ponctuelle à ces périodes-là de l'année. Groupe F, établissement industriel. Facteur aggravant, la charge combustible élevée, la présence potentielle de produits dangereux, toxiques, inflammables, explosifs. Donc, il y a 3 catégories dans cette division-là. Donc, il y a le F1, risque très élevé. Là, on parle justement d'une usine de feux d'artifice, d'explosifs, de produits chimiques. Risque moyen, risque faible. J'entrerai pas trop dans le détail, mais bon, on s'entend que dans un établissement industriel, il n'y a pas beaucoup de gens. Habituellement, les usagers sont répartis sur une très grande surface, donc c'est vraiment la nature de l'entreposage qui se fait là, qui va causer le danger potentiel pour les usagers. Maintenant, à l'intérieur des usages, il y a 2 types d'usages. Des usages principaux, vocation première de l'édifice, et les usages secondaires. Donc, c'est un usage qui est subordonné à l'usage principal et qui n'existerait pas sans ce dernier. Par exemple, dans un hôpital, c'est un bâtiment du groupe B, division 2, donc établissement de traitement, où est-ce qu'on soigne les gens. Mais vous avez des cafétérias. Vous avez la cafétéria de l'hôpital. La cafétéria de l'hôpital, ça s'apparente à un restaurant. C'est donc un usage du groupe A, division 2, donc établissement de réunion. Donc là, à ce moment-là, pour déterminer quel est l'usage principal et quel est l'usage secondaire, ou dans certains cas, les 2 usages vont être des usages principaux, il faut se poser la question. Admettons que l'hôpital ferme, est-ce que la cafétéria de l'hôpital va continuer de fonctionner? La réponse est non. Je connais pas beaucoup de gens qui un samedi soir, se disent: «Tiens, est-ce qu'on va manger à la cafétéria de l'hôpital, de l'hôpital de l'Enfant Jésus? Ils font un très bon pâté à la viande à cet endroit-là». Donc, si l'hôpital ferme ses portes, c'est évident que la cafétéria de l'hôpital va fermer aussi. Par contre, l'hôpital pourrait continuer à être ouvert, même si la cafétéria de l'hôpital ferme. Donc, c'est comme ça qu'on va déterminer si un usage est principal et secondaire. Maintenant, avant d'entamer un projet de design, vous avez 2 questions principales à vous poser. La première, est-ce qu'un architecte est requis ou est-ce qu'un non-architecte, vous, en tant que designer, pouvez mener le projet sans avoir besoin d'un architecte? Je ne vais pas entrer dans le détail ici. Je vais vous laisser revisiter vos notes de votre cours pratique du design où est-ce que vous avez traité de cette question-là. La deuxième question qui se pose, c'est déterminer quelle partie du code est applicable. Donc, est-ce la partie 3, grand bâtiment, entre guillemets, ou la partie 9, maison et petit bâtiment, donc petit bâtiment, entre guillemets. Donc, je saute directement à la deuxième étape. On a passé tout droit à l'étape sur la question des architectes, la loi si les architectes s'appliquent-elles ou non. Donc, quels bâtiments sont visés par la partie 3 et lesquels sont visés par la partie 9? La partie 3 concerne les grands bâtiments, plus de 600 mètres carrés, plus de 3 étages, tous les usages A, tous les usages B et les usages F, mais division 1 seulement. Donc, dès que vous avez plus de 600 mètres carrés ou dès que vous avez plus de 3 étages ou dès que vous avez un des usages-là, ça prend automatiquement, c'est automatiquement la partie 3 qui va s'appliquer, donc un architecte est requis. Partie 9 concerne les petits bâtiments, toujours entre guillemets.
au plus 600 m², au plus 3 étages, et les usages du groupe C, D, E, F et F3. Donc, dès que ces 3 conditions-là sont remplies, c'est un bâtiment dans la partie 9. Faites attention, partie 9 ne veut pas nécessairement dire qu'on n'a pas besoin d'architecte. La raison pour laquelle je mets grand bâtiment et petit bâtiment, entre guillemets, c'est que les définitions varient dépendamment de l'endroit où l'on cherche. C'est-à-dire, si vous allez dans la loi sur les architectes, les grands bâtiments, ça ne sera pas la même définition que dans le code du bâtiment. Et si vous allez dans un code d'urbanisme, donc à la semaine 2, on va étudier l'urbanisme, les règlements d'urbanisme. Les définitions ne sont pas forcément les mêmes. Définition de hauteur de bâtiment, c'est pas forcément la même chose que dans le code. Donc, c'est pour ça que je mets ces éléments-là, entre guillemets. Donc, voilà. Vous avez en main, normalement, après l'écoute de cette présentation-là, qui est la première partie, je vous rappelle, des 2 cours sur la réglementation bâtiment. Normalement, vous avez en main toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre la structure de fonctionnement du code du bâtiment. Donc, comment les règlements ont évolué pour assurer la sécurité incendie. Vous comprenez maintenant le fonctionnement très grossier du code du bâtiment. On va essayer maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire celui qui s'intitule Analyse de code, de voir comment on va traduire ces règlements-là dans nos aménagements. Ça va vous être particulièrement utile dans la partie planification commerciale de votre cours projet résidentiel complexe et planification commerciale.